Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter une fiche de révision sur l'œuvre Gargantua de François Rabelais. Cette vidéo, elle s'adresse aux élèves de lycée qui ont déjà lu cette œuvre et qui souhaitent l'approfondir ou se remettre en tête les éléments majeurs. Elle peut également s'adresser aux élèves qui n'ont pas encore lu l'œuvre, mais qui s'intéressent à cette œuvre et qui aimeraient voir si elle leur plaît ou simplement la découvrir. L'œuvre Gargantua, comme je l'ai dit, elle a été écrite par François Rabelais en 1534. Cette œuvre fait partie de l'objet d'étude roman d'argumentation pour le bac. C'est l'une des 4 œuvres de cet objet d'étude et donc il y a des chances que tu tombes sur cette œuvre en première, que tu l'étudies en première. Tout d'abord, dans la première partie de cette vidéo, je vais te présenter François Rabelais, l'auteur du livre. François Rabelais est né à Chinon, en Touraine, et c'est là où va se passer l'histoire. C'est là où se trouve le royaume de Grand-Gousier, le père de Gargantua. Il faut savoir que François Rabelais a fait beaucoup de métiers différents. Il a d'abord été moine, puis il a été secrétaire d'un homme d'église important. Ensuite, il a étudié la médecine à l'université. Il est devenu médecin à l'hôpital de Lyon, qui s'appelait à l'époque l'Hôtel Dieu de Lyon. Et il a également fait le métier de correcteur et d'éditeur pour des œuvres scientifiques et littéraires. Il a donc accumulé un grand savoir au cours de sa carrière. Sa première publication, ça a été Pantagruel en 1532. Cette œuvre a été condamnée par les théologiens de la Sorbonne car il l'a trouvée obscène. Obscène, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas l'humour gras qu'il y avait dans l'œuvre. François Rabelais a également fait de nombreux voyages en Italie avec notamment les oncles de Joachim du Bellay, un grand poète que je pense tu connais. En 1534, il publie La vie horrifique du grand Gargantua. C'est l'œuvre dont je veux te parler dans cette vidéo. Il faut savoir que François Rabelais publie ses œuvres sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier. Ce pseudonyme est en fait un anagramme de son prénom et de son nom. Ce pseudonyme ne cache pas vraiment son identité, qui est rapidement découverte, mais cependant, ça le permet de montrer qu'il ne veut pas se soumettre aux conventions de son époque. En 1542, il va atténuer les critiques qu'il a pu faire dans ses œuvres sur les théologiens de la Sorbonne. Par la suite, il publiera 2 autres œuvres, dont une qui subira la censure et qui le poussera à fuir la France. Il mourra finalement en 1553 à Paris. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te présenter le contexte historique de l'œuvre. De 1515 à 1547, le roi des Français, c'est François Ier. Il va y avoir de nombreuses guerres entre François Ier et un autre empereur qui s'appelle Charles Quint et dont le territoire s'étend sur l'Autriche, le Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Italie. Les Français vont subir de nombreuses défaites. En outre, à cette époque, il y a de nombreux courants réformistes qui vont se créer. Il y aura les évangélistes, les luthériens et les calvinistes. Ils veulent avoir un système religieux plus proche des textes bibliques. Cela va provoquer une grande répression de l'Église qui va condamner les hérétiques. Elle les appelle comme ça, elle les appelle les hérétiques, ceux qui ont des pensées trop différentes des leurs. L'Église va également faire sa propre réforme avec le Concile de Trente à partir de l'an 1545. Dans le contexte historique, il faut également penser à la Renaissance. Comme tu le sais, c'est un siècle où il y a un renouveau artistique, intellectuel, avec notamment les œuvres venant de l'Empire ottoman sur l'Antiquité. Il y a également un renouveau scientifique avec notamment l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. On a également des avancées géographiques avec Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en 1492. Et enfin, on a des changements linguistiques avec entre autres l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier qui établit la langue française comme langue officielle qui remplace le latin. Maintenant que tu en sais un peu plus sur l'auteur et le contexte historique, je vais te faire un résumé de l'œuvre pour te remettre tes idées en place. Comme tu as sûrement pu le découvrir, Gargantua est un texte très comique. Cependant, dès l'entrée de l'œuvre, dans le prologue, François Rabelais nous explique que derrière cet emballage comique se cache en fait une substantifique moelle, comme il le dit lui-même. Il y a donc un implicite à aller chercher derrière ce texte très comique
et en particulier une critique de notre société. Les premiers chapitres de l'œuvre présentent la naissance de Gargantua. Il faut savoir que Gargantua sort par l'oreille gauche de sa mère. Dès le début de l'œuvre, on a donc quelque chose de très merveilleux. De plus, comme tu le sais, Gargantua est un géant, ce qui est également merveilleux. Et devinez ce que va demander Gargantua lorsqu'il naît: à boire, à boire, à boire. Ensuite, Gargantua est richement habillé aux couleurs de la livrée de sa famille. Et dès son plus jeune âge, il mange et boit énormément. C'est un géant en même temps. Gargantua reçoit d'abord une éducation sophiste traditionnelle du Moyen-Âge. Cette éducation se base sur un apprentissage par cœur de textes et de prières, mais également sur une négligence du corps. Gargantua fait très peu d'exercices physiques. De plus, cet apprentissage est très long. On parle d'années. Par la suite, le géant est confronté à l'éducation humaniste, un mode d'éducation totalement opposé. Gargantua va prendre part à un duel de rhétorique. Il va être face à un élève humaniste, Eudémon, qui va faire un grand discours, et face à une telle maîtrise de l'art oratoire, Gargantua va être très triste. Il ne va pas savoir quoi répondre. Son père décide alors que dorénavant, il aura un maître humaniste, Ponocrate. Sa vie est alors rythmée par les exercices intellectuels, physiques, culturels, etc. Il est totalement métamorphosé par ce nouveau modèle d'éducation. Il prend alors un grand plaisir à étudier et apprendre de nouvelles choses. Et là, un drame arrive. Les guerres picrocolines éclatent. Picrocole est un ancien ami qui est très colérique du père de Gargantua, Grangousier. Lorsqu'il attaque le royaume de Grangousier, il est sans pitié et pille les habitants du royaume. Cependant, Grangousier est quelqu'un qui est pacifique et il cherche à mettre fin à ce conflit sans affrontement. Il tente donc de communiquer avec Picrocole, mais rien n'y fait. Picrocole a soif de pouvoir et il est très ambitieux. Grangousier décide donc d'appeler Gargantua. Et Gargantua réunit ses troupes et les envoie toutes vers l'armée de Picrocole. Parmi ces hommes, il y a notamment le moine Jean des Entomeurs, qui est très vaillant et qui est également très original. Les troupes de Gargantua se battent courageusement et arrivent facilement à vaincre l'armée de Picrocole. Gargantua va alors traiter généreusement les vaincus comme les vainqueurs. Par exemple, Jean des Entomeurs, le moine, va se voir construire l'abbaye de Thélème à ses souhaits. C'est un magnifique abbaye d'une grande architecture dont la seule règle est « fais ce que voudras ». Il n'y a donc pas vraiment de règle. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura permis de te remettre les idées en place. Et maintenant, dans cette quatrième partie, je vais te présenter les thématiques majeures de l'œuvre. Alors tout d'abord, la première thématique que je dois aborder, c'est l'éducation. En effet, Rabelais, dans cette œuvre, critique l'éducation traditionnelle qui crée des élèves, je cite, tout rêveurs et assoutis. En effet, l'éducation sophiste prône un apprentissage qui n'a pas vraiment de sens, qui est très long et très ennuyeux. Face à ça, on a un modèle humaniste qui est favorisé par l'auteur. Avec ce modèle d'éducation, les élèves apprennent à exprimer leurs idées clairement à l'oral, mais également à se sentir bien dans leur corps avec des exercices physiques, et enfin à apprécier d'apprendre de nouvelles choses. Ensuite, la deuxième thématique majeure dans cette œuvre, c'est la guerre. Entre autres, l'auteur, à travers le personnage de Grangousier, fait la satire de la guerre. En effet, il fait la critique de la guerre qui est parfois provoquée par de minuscules altercations, comme dans l'œuvre l'altercation entre les foissiers et les paysans qui est ridicule. De plus, Picrocole, l'assaillant, est une personne qui est assoiffée de puissance et de meurtre. L'auteur montre ainsi les personnalités qu'attire et que crée la guerre. Pour finir, durant cette guerre, les combats sont tantôt merveilleux, par exemple Gargantua utilise sa force de géant, ce qui est totalement impossible dans la vraie vie, et tantôt ils sont super réalistes. En effet,
l'auteur décrit parfois avec une grande précision l'anatomie des soldats lorsqu'ils se font frapper. Il utilise alors ses études de médecine pour pouvoir nous décrire si précisément ces scènes. Et c'est parfois ragoûtant. Par la suite, la troisième thématique que j'aimerais aborder, c'est la religion. À une époque de réforme, Rabelais n'hésite pas à partager ses idées sur la religion. Par exemple, les pèlerins sont présentés comme très naïfs. Ainsi, ils suivent une prophétie qu'ils ont entendue sur le fait que la peste ait commencé à Saint-Sébastien et partent donc en pèlerinage à cet endroit. Cependant, Grangousier leur apprend que ce n'est pas du tout vrai. De plus, Jean des Entomeurs est un moine plutôt original. En effet, il est glouton, il boit et il jure. Cependant, l'auteur le décrit toujours de manière positive. Le moine se fait même construire un abbaye à la fin de l'œuvre, l'abbaye de Thélème. Ce lieu est très utopique. Il abolit les restrictions de l'Église, comme le vœu de chasteté par exemple, et favorise le savoir, la sociabilité et l'exercice physique. Rabelais ici émet des revendications évangélistes. Enfin, la dernière thématique majeure que j'aimerais aborder rapidement est celle de la liberté, et en particulier la liberté d'expression. En effet, Rabelais, même s'il se crée un pseudonyme, se permet de parler de scatologie, c'est-à-dire en fait de caca, dans son œuvre, comme si c'était quelque chose de totalement normal. Voilà, maintenant dans cette cinquième partie, je vais rattacher l'œuvre au parcours de la voie générale, c'est-à-dire rire et savoir. Alors déjà, pourquoi rire? Rire parce que cette œuvre, comme tu as pu le découvrir, est une œuvre qui est très comique. En effet, d'après l'auteur, mieux vaut rire que de larmes écrire, parce que rire est le propre de l'homme. Il écrit ça dans sa première introduction au lecteur et il va respecter cette maxime pendant toute l'œuvre, avec notamment de nombreux jeux de mots ou encore des noms de personnages frivoles. Cependant, comme il le dit dans son prologue, le rire est seulement un emballage. J'aime bien voir ça comme un emballage de cadeau. Le rire, c'est ce qui entoure le cadeau, et une fois que tu ouvres ton cadeau, tu vois à l'intérieur une grande richesse, un grand savoir. C'est pourquoi ce parcours s'appelle Rire et savoir. Ce savoir, Rabelais le cite comme une substantifique moelle. Le rire nous permet donc d'accéder au savoir. Et à première vue, on pourrait croire que rire et accéder au savoir sont deux choses totalement paradoxales. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre, comme nous le prouve l'auteur dans ce texte. En nous faisant accéder au savoir par le rire, l'auteur s'oppose au modèle d'éducation sophiste qui est très strict et qui veut que l'on apprenne par cœur, ce qui est très ennuyeux. Ici, Rabelais veut que l'on prenne plaisir à apprendre. Le savoir apparaît de plusieurs manières dans le texte. Tout d'abord, il apparaît au travers de l'auteur. En effet, l'auteur utilise toutes ses connaissances dans ce texte. Il utilise notamment ses connaissances anatomiques en décrivant les combats de manière très précise, ainsi que ses connaissances linguistiques où il utilise un vocabulaire riche, mais également il crée même de nouveaux mots. Il use également de ses connaissances littéraires avec de nombreuses références antiques comme Pline ou encore Aristote au chapitre 4. Et enfin, il montre ses connaissances géographiques en nous décrivant par exemple le parcours, le voyage que fait Gargantua pour aller de Touraine jusqu'à Paris en passant par Orléans ou encore par la Beauce. De plus, ce savoir est également transmis en nous présentant un modèle d'éducation humaniste. Ce modèle est très exigeant, en effet il recouvre un grand nombre de matières comme la musique, la biologie, les mathématiques, etc. Cependant, il semble passionnant. Gargantua prend vraiment beaucoup de plaisir à étudier et à apprendre de nouvelles choses. Le savoir permet en fait au personnage principal de s'élever et de devenir un meilleur homme. D'ailleurs, le chapitre où Rabelais explique tout ce que fait Gargantua durant son temps libre avec son instructeur humaniste m'a beaucoup fait penser au livre The Courtier. C'est un livre qui est seulement paru en anglais et pas en français malheureusement, mais qui est très intéressant.
Et ce livre, il a été écrit par le comte Castiglione et il recense toutes les caractéristiques que doit avoir le parfait courtisan à l'époque de la Renaissance. Je te conseille d'aller y jeter un œil si tu arrives à comprendre les textes en anglais. Ce qui est également très intéressant, c'est que Rabelais établit un parallèle entre le savoir et le vin. En effet, le fait d'apprendre de nouvelles choses crée chez le héros une sorte de bonheur et de plaisir immense qui peut se comparer à un état d'ivresse intense. Enfin, pour finir cette vidéo, dans cette 6e partie, j'aimerais te donner des citations clés de cette œuvre. Durant l'ensemble de la vidéo, j'ai déjà éparpillé quelques citations que tu peux réutiliser, et ici je vais t'en donner des nouvelles. Ça peut être très utile pour la dissertation du bac ou encore pour ton oral du bac. Tout d'abord, dans le prologue, François Rabelais appelle le lecteur à, par une étude curieuse et une méditation fréquente, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. C'est très important cette citation car ça montre que derrière l'emballage comique se trouve en fait un implicite et une critique de notre société qu'il faut savoir déceler dans l'œuvre. Par la suite, dans le chapitre 24, l'auteur nous explique que l'éducation de Gargantua, l'éducation humaniste de Gargantua, ressemblait plus à un passe-temps de roi qu'aux études d'un écolier. Avec cette citation, on voit vraiment le plaisir que prend Gargantua à apprendre. Ensuite, dans le chapitre 57, en parlant de l'abbaye de Thélème, l'auteur écrit « Dans leurs règles, il n'y avait que cette clause « Fais ce que voudras ». Ensuite, pour illustrer les nombreux jeux de mots faits par l'auteur, il y a un jeu de mots que j'adore et qui est au chapitre 17. Ce jeu de mots, c'est quand Gargantua dit « Ce sera Paris ». C'est le moment où Gargantua urine sur les habitants de Paris et Rabelais émet l'hypothèse que le nom de Paris vienne du fait que Gargantua ait uriné par ri, c'est-à-dire pour rire. Et enfin, au chapitre 27, pour illustrer les nombreuses descriptions anatomiques de Rabelais durant les batailles, je vais vous présenter une citation plutôt dégoûtante. Il disloquait les spondyles du cou, fendait les mandibules, débésiller les abattis. Alors là, on voit bien que l'auteur utilise des mots que nous ne connaissons pas, des mots médicaux, un vocabulaire médical, mais qui montrent bien avec précision et avec un côté horrible comment les soldats se font attaquer par Jean des Entomeurs. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça me soutient énormément et c'est totalement gratuit. Tu peux également m'écrire un petit commentaire pour me recommander des idées de vidéos ou encore pour me poser des questions. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin. Et enfin à cliquer sur le pouce bleu si tu l'as aimé. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut!